association de juristes et d'avocats. Je suis avocate de formation et on a pour mission de défendre les victimes de crimes économiques. Donc un petit peu ce qu'expliquait tout à l'heure Béatrice, ça peut être un riverain par exemple qui, à cause de l'activité de l'entreprise juste à côté, ne peut plus pêcher parce que le cours d'eau est complètement pollué ou est victime de maladies à cause de cette pollution. Ou ça peut être un travailleur, par exemple, nous avons porté plainte contre Vinci au Qatar pour travail forcé sur des migrants, des Indiens et des Népalais principalement, employés sur des chantiers de la Coupe du Monde. Alors, on défend les victimes de crimes économiques et on lutte contre l'impunité des multinationales. Pourquoi ? Parce que, comme le rappelait Béatrice, et je vais peut-être donner quelques chiffres supplémentaires pour illustrer un petit peu la puissance de ces multinationales. Par exemple, on peut voir que les 5 plus grosses multinationales du monde ont un chiffre d'affaires qui est équivalent à le PIB des 46 pays les plus pauvres du monde réunis. Ou que les 50 plus grosses multinationales représentent aussi 22% du PIB du budget de l'Europe. Donc c'est assez conséquent. Et ça peut évidemment contribuer au développement, puisque ce sont des acteurs économiques qui engagent, qui emploient des personnes, mais malheureusement aussi, Béatrice le rappelait, elles sont aussi souvent des acteurs de violation de droits humains dans le monde. Encore des petits chiffres qui sont évocateurs. 51% par exemple des entreprises multinationales en Angleterre sont impliquées dans des violations de droits de l'homme, ou en tout cas qui ont été dénoncées. 76% en Allemagne et 65% en France. Donc la majorité des multinationales de ces pays sont impliquées dans des violations de droits humains. Alors, pourtant, ces multinationales, même si certaines n'ont pas encore de page de politique des droits humains, affichent souvent, pour leur image de marque, des beaux engagements éthiques volontaires. Et ces engagements éthiques ne suffisent plus. C'est ce que nous rappelait Béatrice. Et donc, les États, normalement, ont une obligation de protection selon les principes directeurs de l'ONU. Alors, pourquoi aujourd'hui ces multinationales, justement, ne sont pas responsables ? En tout cas, en droit français, et c'est la plupart du temps le cas dans les autres pays aussi, il existe un principe qu'on appelle l'autonomie juridique de la personne morale. C'est-à-dire qu'une maison mère d'un groupe de multinationales n'est pas responsable de ce que va faire sa filiale ou ses sous-traitants à l'étranger, alors même que, par exemple, elles peuvent commettre de graves dommages aux droits humains ou à l'environnement, alors même que cette maison mère récupère tous les bénéfices du groupe et décide pour l'ensemble du groupe. Donc, on estime que la réalité économique ne correspond pas à la réalité juridique. Et c'est ce que Sherpa essaie de faire depuis son existence en 2001, c'est de faire en sorte que la réalité juridique cadre avec cette réalité économique. Et il y a plusieurs moyens pour faire ça. Nous faisons du plaidoyer, nous faisons aussi des plaintes directement contre des multinationales pour essayer de venir en aide à des victimes. Et puis nous essayons aussi de faire des ateliers de renforcement de capacité pour que les gens, par exemple en Afrique, puissent directement faire valoir leurs droits. Alors, on a vu aussi que non seulement on a besoin d'une loi en France pour les raisons que je viens d'évoquer, pour éviter que les multinationales puissent opérer dans une totale impunité, mais aussi, puisque Béatrice le rappelait, la France, la Suisse ou tous les autres pays ont des obligations internationales, puisqu'on a des principes directeurs des Nations Unies, dont Béatrice vous parlait, et les principes directeurs de l'OCDE. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que mon successeur, ces textes demandent que les multinationales, justement, respectent les droits humains sur toute leur chaîne de production. Il y a des initiatives aussi internationales, et là, je ne vais
ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça va être évoqué. Et donc il y a en ce moment un traité qui est en train d'être travaillé, qui a été proposé par l'Équateur notamment. La France est observateur, mais beaucoup de pays rejettent cette initiative, malheureusement. Et puis il y a aussi au niveau de l'Union européenne des initiatives, mais qui restent assez limitées pour l'instant, puisqu'elles demandent aux entreprises, dans cette directive de l'Union européenne, de faire un rapport sur leurs activités extra-financières, donc c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les droits humains, justement, notamment, mais elles ne demandent pas de prévenir ces dommages et de les réparer en cas de dommages. Alors, il y a eu plusieurs projets de loi en France. Il y a eu d'abord, je vous ai parlé du groupe, on s'est dit, mais pourquoi on ne pourrait pas se dire qu'au final, le groupe devrait avoir une personnalité juridique? Et donc, en fait, on attaquerait directement le groupe. C'est une possibilité, ça a été rejeté. Il y a eu d'autres propositions, par exemple le rapport Catala qui est ici en 2005, qui disait, on devrait faire en sorte que, comme par exemple le professeur est responsable de son élève, ou le parent de son enfant, c'est une responsabilité automatique, en tout cas en France, qu'on appelle la responsabilité pour fait d'autrui. Pourquoi on n'instaurerait pas ça pour la maison mère envers sa filiale, par exemple? Ça a été aussi rejeté. Et donc aujourd'hui, on est sur un projet très similaire de l'initiative suisse. On est sur un projet qui demanderait à la maison mère de respecter un devoir de vigilance sur ses filiales et ses sous-traitants à l'étranger pour prévenir et réparer les dommages qui seraient occasionnés dans le cadre de son activité. Alors, en quoi ça serait intéressant, cette initiative, avant de rentrer dans les détails et de vous dire un petit peu ce qu'elle contient? C'est pas seulement pour la société civile, parce que c'est ce que j'expliquais la dernière fois à Berne. En fait, on a tendance à se dire les multinationales d'un côté, la société civile de l'autre. Bon, c'est un peu le cas. Mais il y a aussi des sociétés, des multinationales, qui soutiennent ce type de projet, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une insécurité juridique qui peut aussi leur nuire. Et elles ne connaissent pas, la plupart du temps, le prix que pourrait leur coûter des dommages à l'étranger ou le risque de leurs activités. Et donc, cette proposition serait aussi avantageuse pour les victimes que pour les multinationales. En tout cas, c'est ce qu'on répond à toutes les multinationales, parce que vous savez, évidemment, il y a un très gros lobbying, comme vous l'évoquez, Béatrice, contre ces projets de loi, puisque, comme on le rappelait, elles sont parfois très très puissantes et elles ont peur de la perte de compétitivité par rapport à d'autres pays. Mais ce qu'on répond très gentiment à ces multinationales, c'est que déjà elles nous disent, ou en tout cas elles affichent, être extrêmement respectueuses des droits humains, et donc a priori ça ne devrait pas leur coûter beaucoup plus d'argent. Et surtout, la deuxième chose, c'est que des prix Nobel d'économie ont montré qu'il y avait un lien vertueux entre croissance économique et respect des droits humains des parties prenantes de l'entreprise. Et donc, pour nous, la compétitivité de demain, c'est justement le respect des droits humains. Et vous savez à quel point, d'ailleurs, vous êtes ici dans la salle, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur les conditions de fabrication des produits. Et donc, on estime qu'au contraire, les entreprises qui auraient de toute façon à mettre en place des plans de vigilance, respecter un devoir de vigilance, ne perdraient pas en compétitivité. Et enfin, comment peut-on baser sa compétitivité sur des violations de droits humains? Ça reste assez problématique comme argument à tenir et assez néocolonialiste. Alors, que contient cette loi? En fait, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail, parce que si j'ai bien compris, vous n'êtes pas forcément juriste ou spécialiste, mais je vais essayer de vous montrer ce qui est important en fait, et de vous l'illustrer si possible avec des cas de violation concrets au fur et à mesure. Parce qu'en fait, Sherpa avait proposé un tel texte avant même les principes directeurs de l'ONU en 2010,
Donc depuis notre création, on propose ce type d'initiative. Pourquoi? Parce qu'on est, comme je vous disais, des juristes et des avocats, et donc on est confronté au quotidien aux obstacles juridiques dont je vous ai parlé avant, pour essayer de venir en aide aux victimes. Et donc petit à petit, on a, avec notre expertise juridique, ciblé en fait les obstacles, et on s'est rendu compte de ce qu'il faudrait instaurer. Et aujourd'hui, cette proposition de loi, même si elle n'est pas parfaite, elle permettrait vraiment de contourner les obstacles juridiques qui existent aujourd'hui et qui empêchent de renforcer la responsabilité des multinationales. Alors, cette loi, comme je vous le disais, en France, ce n'est pas le projet de loi que voulait la société civile, parce que notamment, elle n'établit pas ce dont parlait Béatrice tout à l'heure clairement, c'est le renversement de la charge de la preuve. On reviendra très rapidement là-dessus. Mais elle a le mérite d'instaurer en droit français, comme elle le ferait en droit suisse, un devoir de vigilance générale, dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc ça impliquerait que la maison mère doit veiller à ce que toutes les entités de son groupe respectent bien les droits humains dans les pays. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, pour avoir beaucoup travaillé, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, ces États n'ont parfois pas de système juridique qui permet aux victimes de pouvoir réellement demander aux filiales sur place de respecter les droits humains. Parce qu'en fait, on a l'impression que dans les pays, par exemple, comme le Bangladesh ou le Nigeria, on n'a pas de droits et ça ne peut pas être respecté, mais si. En fait, dans tous les cas que je vais vous citer, par exemple, la plainte qu'on a portée contre Vinci ou Auchan, ce qu'on reproche à Auchan, c'est non seulement de ne pas respecter les standards internationaux, mais aussi les standards nationaux des pays. Donc par exemple, au Bangladesh, on demande à travailler maximum 60 heures. Eh bien, dans les sous-traitants d'Auchan, on est au-delà. Vinci, c'est pareil, on a des standards assez peu élevés pourtant au Qatar, mais ces multinationales ne respectent pas déjà ces standards. Et pourquoi je vous mettais le mérite d'instaurer un devoir de vigilance, c'est dans le droit contraignant. Parce qu'on a un devoir de vigilance instauré dans ce qu'on appelle le soft law. La soft law, c'est le droit mou. Donc les principes directeurs de l'ONU et de l'Europe demandent déjà aux multinationales de respecter ces principes. Mais ça reste du droit mou. Donc par exemple, nous, on a pu porter une plainte devant un organisme de droit mou, un organisme de l'OCDE, pour, par exemple, une filiale au Cameroun qui pollue énormément autour de la population, qui emploie des gens dans des conditions de sécurité qui ne permet pas aux travailleurs d'être en sécurité, qui se coupe énormément dans les plantations d'huile de palme. Et ça, c'est une filiale de Bolloré. Et on a été en médiation, donc en négociation avec le groupe Bolloré pour ça pendant des années. On a réussi à obtenir un plan d'action assez inédit qui devait vraiment améliorer les conditions de vie des riverains. Mais malheureusement, au bout de 3 ans, Bolloré a pu nous dire « Ah mais non, mais moi je ne peux plus appliquer ce plan d'action parce que j'ai une filiale qui ne veut pas le faire, Socfin, un groupe belge. » Et donc ça montre bien que même lorsqu'on a des mécanismes de droit mou comme celui-ci, le point de contact national de l'OCDE, où on a plein d'engagements éthiques de multinationales, ça ne suffit plus. Donc il faut vraiment une loi. Alors, de la même façon, mais c'est un petit peu long parce que ça c'est la citation de la loi, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que de la même façon que l'initiative suisse, on demande à l'entreprise de respecter son devoir de vigilance, mais à travers un plan de vigilance. Donc c'est l'entreprise qui devra établir un plan de vigilance qui devra identifier et prévenir les risques d'atteinte aux droits. À quels droits? Les droits de l'homme, les libertés fondamentales, les dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires. Et dans cette loi, la particularité aussi, c'est qu'on essaye de prévenir aussi les comportements de corruption active ou passive. Alors, le principe de prévention est extrêmement important, puisque l'idée de ces initiatives, ce n'est pas seulement de réparer une fois qu'il y a des dommages, évidemment, puisque la réparation ne suffit pas, surtout financière, mais c'est bien de prévenir de nouveaux drames. Par exemple,
exemple, je suis allée au Bangladesh en décembre 2014, et ce qu'Auchan me disait, c'est mais moi, j'ai pas pu éviter un sous-traitant au Rana Plaza. Vous savez, cet immeuble qui s'est effondré. On a fêté les 3 ans de la mort de 1138 travailleurs au Bangladesh. On a fêté l'anniversaire des 3 ans de l'effondrement célébré. Enfin, malheureusement, c'est évidemment pas une fête. Mais, et donc, ce qu'on a pu voir dans ces usines, c'est que dans les usines actuelles d'Auchan, on avait encore des violations de droits humains. Et donc, même si Auchan nous dit « mais moi j'ai pas pu éviter la présence au Rana Plaza », dans les usines actuelles d'Auchan, on pourrait avoir un nouveau Rana Plaza, on pourrait avoir aussi un incendie comme Tazreen qui a fait 300 morts en 2012, cette autre usine au Bangladesh. Et donc, il faut continuer à demander aux multinationales de prévenir parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri, comme le disait Béatrice, de nouvelles violations et de nouveaux drames dans le Rana Plaza. Alors, nous en France, cette loi, elle ne s'appliquerait qu'à certains groupes de sociétés, seulement les plus gros. Ça ne concernerait que 200 entreprises françaises environ. Et parce que vous voyez, il y a un seuil de 5000 salariés en France et 10 000 salariés dans tout le groupe. Ce seuil, on espère, évoluera pour inclure plus d'acteurs économiques, mais politiquement, c'est un peu la stratégie qu'évoquait aussi Béatrice tout à l'heure. On essaye d'avoir un minimal, parce que c'est déjà très compliqué de faire passer des choses politiquement à cause du lobbying dont je vous parlais tout à l'heure. À qui s'applique cette loi? Aux filiales. Je ne vais pas rentrer dans les détails de quelles filiales, mais c'est les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, et les sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Donc les sous-traitants qui sont assez connus du groupe. Et pourquoi c'est important, les sous-traitants, et pas seulement les sociétés qu'elle contrôle? Parce que, on l'évoquait aussi rapidement, aujourd'hui, en fait, les multinationales contractent avec d'autres opérateurs qu'on appelle les sous-traitants, et ce, en cascade. C'est-à-dire que le sous-traitant va contracter un autre sous-traitant qui va contracter un autre sous-traitant. Et ça crée énormément de dégâts puisque ça permet aux multinationales de contourner la loi et de ne pas respecter parce qu'ils disent « mais nous, vous pensez bien qu'on ne peut pas contrôler le sous-traitant au 3e rang ». Mais justement, en fait, c'est tout le modèle économique qui permet cette impunité. Donc l'idée de cette loi, c'est aussi que ça vise ces sous-traitants. Et par exemple, sur le Qatar dont je vous parlais tout à l'heure, Vinci a une filiale au Qatar qui a des sous-traitants, beaucoup de sous-traitants, et la majorité de ses employés sont des sous-traitants au Qatar. Et donc si on avait cette loi, cela permettrait aussi à Vinci, par exemple, de devoir éviter le travail forcé que nous avons pu dénoncer après une mission au Qatar. Ça permettrait dans ce cas-là, par exemple, de demander à Vinci de respecter les droits fondamentaux des travailleurs sur toute sa chaîne de production, y compris chez ses sous-traitants. Alors, on le disait, une obligation d'identifier les risques, de prévenir, mais aussi de réparer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on puisse quand même réparer et venir devant les tribunaux français, justement parce que je vous disais, la plupart du temps, les systèmes juridiques ne fonctionnent pas dans les pays où il existe des victimes. Et j'aimerais juste, en fait, vous dire pourquoi c'est important, parce qu'aujourd'hui, on a pu faire 2 plaintes contre Auchan et Samsung. La plainte Auchan, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure pour les conditions de travail mauvaises au Bangladesh, et celle de Samsung pour travail d'enfants dans des usines en Chine. Quel est le fondement juridique qu'on a pu utiliser? C'est un fondement juridique qui permet de contourner les obstacles juridiques qui existent aujourd'hui, qui est le fondement de pratique commerciale trompeuse. C'est-à-dire, on a dit, mais vous dites quelque chose sur vos engagements éthiques, que vous êtes extrêmement respectueux des droits humains, et pourtant, en fait, la réalité est complètement différente sur le terrain. Donc en fait, on s'est placé au niveau du consommateur et on a dit, mais vous êtes en train de tromper le consommateur. Donc ces fondements juridiques innovants qu'à chaque pas on essaye d'utiliser, c'est très intéressant, parce que ça va encourager Samsung et Auchan
à respecter les droits humains sur leur chaîne de production, au moins quand ils disent qu'ils les respectent, mais ça a une limite, ça se place au niveau du consommateur et pas au niveau des victimes, et donc les victimes ne seront pas indemnisées. Encore une fois, ça illustre pourquoi on aurait besoin vraiment de ce principe de réparation dans la loi, que ce soit suisse ou française. Et la particularité de la loi française, c'est qu'en plus des dommages et intérêts que pourraient recevoir les victimes, il y aurait une amende civile, mais une amende civile de 10 millions d'euros, qui a été plafonnée à 10 millions d'euros, et vous pensez bien que pour certaines multinationales, c'est de l'argent de poche, quoi. Donc ça serait bien de déplafonner ça, mais c'est une prochaine étape. Juste pour finir, ce qui est intéressant aussi dans la loi, c'est que toute personne qui a intérêt à agir, alors Béatrice disait en Suisse, ce n'est pas possible d'être une organisation qui représente les victimes. En France, on a la chance d'avoir ça, la possibilité de représenter les victimes, donc on serait Sherpa habilité à agir. Et mais par contre, on milite pour l'Action Class aussi, qui n'existe qu'en droit de la consommation. Pour vous illustrer les contournements qu'on a dû faire en matière de class action, par exemple, c'est un cas Comilogue où on a dû faire 857 dossiers de travailleurs individuels. Et ça montre aussi que, ça c'est pas dans la loi, mais qu'on aurait besoin d'une action de groupe pour que ces 857 travailleurs soient représentés par une personne. Parce que vous imaginez le travail de l'avocat et de Sherpa au Congo, pour récupérer les indemnités de chacun, tous ces Congolais qui ont été licenciés par une entreprise gabonaise dont la maison mère est française, c'est extrêmement compliqué. Et donc, on aurait vraiment besoin d'une action de groupe. Mais au moins, ce que cette loi permettrait, c'est d'aller devant la juridiction française. Et ça, c'est vraiment pas gagné. Aujourd'hui, justement, dans cette affaire dont je vous parle, Comilogue, on a dû montrer que les victimes avaient subi un déni de justice, qui est un autre fondement juridique innovant qu'on a réussi à faire passer très récemment. Le déni de justice, ça consiste à dire, mais regardez, ces victimes, ça fait 20 ans qu'elles étaient au Congo à essayer d'avoir réparation. Et donc, il y a un déni de justice. Et comme il y a un lien avec la France, parce que la société mère est française, vous devez, vous, Cour d'appel française, accepter ces victimes devant votre juridiction. Mais ça, c'est extrêmement compliqué, même si on a réussi récemment dans un cas. Et donc, la loi permettrait justement d'accéder à la juridiction française lorsque la maison mère a son siège sur le territoire français. Et enfin, ce qui est intéressant mais très limité dans la loi française, c'est que c'est à l'entreprise de montrer qu'elle a bien mis en œuvre son plan d'action, mais il reviendra encore à la victime de montrer que son dommage, par exemple sa santé du fait d'une pollution, vient de l'activité de la filiale juste à côté d'elle, mais en plus vient de la décision d'une société mère à l'autre bout du monde. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire. On a beaucoup de mal à le faire, nous, avocats spécialisés là-dedans, représentants des victimes, donc vous imaginez les victimes. Et malheureusement, ce n'est pas établi clairement dans la loi, même si ça allégerait normalement le fait la charge de la preuve, le fait que l'entreprise doive montrer qu'elle a bien mis en œuvre le plan d'action, le plan de vigilance. Et pourquoi c'est aussi si important d'avoir ce renversement de la charge de la preuve? C'est parce que non seulement les victimes ont extrêmement du mal à amener cette preuve, comme je vous disais, mais aussi parce que les entreprises sont organisées de sorte que leurs activités soient assez opaques. Nous, on essaye par exemple de travailler avec une pétrolière française qui travaille au Congo, en Colombie, au Guatemala, au Pérou, et dans chacun des pays, les indigènes parce qu'il y a beaucoup de peuples indigènes, notamment au Pérou et Colombie, mais aussi les habitants, les riverains nous disent que ces activités provoquent énormément de dégâts. Et en fait, on est incapable de savoir si la maison mère est vraiment la maison mère de ses filiales dans les pays. Parce qu'il y a une telle opacité que c'est presque impossible de le savoir. Et là, ça permettrait de demander à l'entreprise en fait, de bien montrer que, bah oui, ça c'est ma filiale, et j'ai à exercer mon devoir de vigilance sur ma filiale.
Voilà, merci beaucoup de votre attention, et puis ce que je voulais aussi vous dire au niveau du consommateur et du citoyen surtout, parce que nous ne sommes pas des consommateurs mais plutôt des citoyens. Ce qu'on peut faire, eh bien, c'est signer des pétitions. Ça reste évidemment l'action principale, parce que le boycott, je vous ai cité tellement de multinationales. Par exemple, si vous devez commencer à choisir un téléphone éthique, c'est compliqué, même si ça existe. Des vêtements éthiques, c'est aussi très compliqué, donc, et de toute façon, le boycott est interdit. Enfin, l'appel au boycott est interdit, mais ce qui est très important, et comme le rappelait Béatrice, c'est que les politiques publiques sont faites grâce à l'opinion publique. Et il y a un sondage qui a montré en France que 3 Français sur 4 sont pour une loi qui régulerait la responsabilité des multinationales. Et cette pétition est encore accessible à tous. Et c'est vrai que, de même, on a encore besoin de beaucoup de soutien. Pourquoi? Oui, parce que je ne vous ai pas dit, pardon. La proposition de loi donc, a été votée en mars par l'Assemblée nationale, une deuxième fois. Parce que il y a eu un premier texte, qui était le texte des ONG, le 29 janvier 2015, qui a été rejeté. Un autre texte a été issu du consensus gouvernement et députés socialistes, qui a été voté une première fois en mars 2015, rejeté par le Sénat. Il faut savoir que nous, ça fonctionne comme ça, on a des navettes dans nos chambres, et on a des majorités différentes dans chaque chambre, ce qui est assez intéressant. Du coup, il y a un ping-pong assez intéressant qui s'est créé. Et donc là, le Sénat nous l'a renvoyé devant l'Assemblée nationale. Ça a été adopté une deuxième fois en mars 2016, donc ça donne énormément d'espoir. Mais avant que ça soit adopté, malheureusement, même si c'est déjà un grand pas, il faudra encore que ça aille au Sénat, revienne à l'Assemblée, au Sénat, et revienne à l'Assemblée. Et tout ça avant quoi? Avant 2017, parce que nous allons probablement changer de majorité présidentielle, malheureusement, puisque Hollande est très décrié, et puis ça marche comme ça aussi, on aime bien le changement en France. Et du coup, voilà, on a quand même, on espère vraiment que ça sera le cas, mais on a d'autant plus besoin du soutien de l'opinion publique pour que cette loi puisse être réellement adoptée. Je vous ai laissé aussi la liste, si vous voulez, la newsletter et les informations, si vous voulez nous suivre et nous aider. Merci beaucoup.